Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako Gourmand, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités, chers camarades, peuple d'Afrique. Je vous demande ici de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde, parce que cette vidéo sort de l'ordinaire. La vidéo que vous voyez comme ça, là, ça sort de l'ordinaire. Camarades peu d'Afrique, on va vous sortir des choses. Les confidences, les dernières confidences d'Oufoué Boigny, qu'il a faites à son espion. Eh bien, on va vous décortiquer ça. On va vous décortiquer. C'était caché quelque part depuis 2021, depuis 2011, mais ça a refait surface. Ça a refait surface. On va parler de ça. Alors, Draman Ouattara a répondu à Tiani. Draman a répondu à Tiani. Eh bien, on va en parler, chers camarades peu d'Afrique. On est là pour ça. On est là pour ça. Peter 007 a fait une sorte. Il y a un problème sur Peter 007 en Côte d'Ivoire. On va en parler. Le fils de Bakongo. On va en parler, chers camarades peu d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier, chers camarades peu d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu dis quoi, mon frère? Qu'est-ce qu'il raconte, ce gars? Yorobane. Camarades peu d'Afrique, Yorobane. Partagez la vidéo là, t'es si. Deux partages. Un Facebook. Afana. Ate Sabari. Voilà. Voilà. 600. 600 millions. 600 c'est wok. Partagez. Alors, avant d'entrer dans le vif du chers camarades peu d'Afrique, comme à l'accoutumée, laissez-moi vous donner des informations. Non, avant même de donner les informations, je voudrais ici vous faire en bref, en 1 minute, le compte rendu de notre rencontre d'hier avec les camarades d'Orléans. Camarades peu d'Afrique, il faut dire que dans un premier temps, hier en France, je dirais à Orléans, dans le sud de la France, il faisait extrêmement froid hier. Extrêmement froid. Oui, il faisait, Orléans c'était -1, 0, -1. Et puis il faisait froid. Donc, malgré ce grand froid, les Ivoiriens d'Orléans sont sortis en masse pour venir nous écouter. Ils sont venus nous écouter. On a parlé. Ils étaient contents. En tout cas, on a déjà jeté les bases d'une section à Orléans. Grâce à Dieu, ce qui reste maintenant, c'est de récupérer les fiches d'adhésion qu'on a partagées aux camarades. Ils vont remplir. Ils vont donner leurs 20 € au référent. Et puis, on va trouver une date. On va lister comment on appelle ça, les votants. On va envoyer la liste des votants à la commission électorale interne qui va valider. Et puis, on va aller maintenant faire l'élection à Orléans. Et puis, Orléans va voir naître sa première section du PPACI. Et au fur et à mesure, on va installer 2, 3, 4 sections. Orléans, on peut même installer des sections. Parce que les villes comme Blois, les villes aux alentours d'Orléans, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Les Ivoiriens sont beaucoup là-bas. Hein. Les Ivoiriens sont beaucoup là-bas. Donc, on va créer plusieurs sections là-bas. Après Orléans, destination quelque part. Il ne vous donne pas encore ma prochaine destination. Mais en tout cas, dans ce mois de janvier, il y aura au moins 2 destinations. 2. Où on va aller créer les sections. 2.
Deux sections vont naître en janvier, là, en France, là. On va comprendre. Donc, je voudrais saluer tous les camarades qui ont effectué le déplacement, ceux qui sont quittés de Blois, ceux qui étaient à Orléans, ceux qui sont quittés dans les villes environnantes, le camarade doyen, Aïdje Félicien, le pasteur Aïdje Félicien, le camarade Débézignon, le camarade Anthony, le camarade Barthélemy et tous les autres camarades qui sont sortis hier. Je ne peux pas tous les citer, mais je vais créer le groupe WhatsApp et on va s'appeler et on va discuter pour rendre effective, en tout cas, la section. Alors, chers camarades africains, j'ai dit ça, la jeunesse de notre parti, le PPACI, organise ici même à Paris, à l'AGK, au 177 rue de Charonne, 177 rue de Charonne, une grande rencontre aussi à la salle AGK le 18 janvier. Le 18 janvier, AGK, 177 rue de Charonne. Que tous les Africains, tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes viennent ce jour. Vous avez compris? Voilà. Donc maintenant, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans le sujet. Un fait majeur dans l'actualité internationale aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, la mort de Jimmy Carter. Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, est mort à l'âge de 100 ans aujourd'hui. Père à son âme, que Dieu garde une longue distance entre lui et nous, dans l'au-delà, là où il est parti là. Il n'a qu'à manger riz qui est là, qui va toujours là-bas, parce que nous on ne vient pas d'abord. Il n'a qu'à nous divorcer loin là-bas. On va aller au drame d'abord, avant d'arriver là-bas. Faut pas, il va nous attendre. François D'Autoson, salut camarade. Faut pas nous attendre là-bas, il y a Jimmy Carter. Il faut manger riz que tu as trouvé devant toi là-bas. Alors, chers camarades d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, Draman a répondu au président Abdraman Tchani. Chers camarades d'Afrique, on va ici donner lecture au communiqué de Téné Brahima Ouattara. Californie, soit salut mon frère. Parce que Téné Brahima, Draman a envoyé Téné Brahima pour répondre au président Abdraman Tchani. Donc, on va lire ici la réponse de Téné Brahima et puis on va décortiquer à la lumière de la réalité. Camarades d'Afrique, aïe à partager, aïe à partager. Mais je ne vois même pas le partage TikTok. Ok, Yabadra. Alors, voici le communiqué. Voici le communiqué de Téné Brahima. Je rappelle que Téné Brahima signifie lundi Brahima, lundi Brahima. Téné, c'est Téné long. C'est ça, Téné Brahima, lundi Brahima. Il est né lundi. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Ça, c'est les gars de comment on appelle ça? De Bobo du Lasso là. Mais on va arriver. Il y aura man. Ministère d'État, ministre de la Défense. Ministre d'État, ministre de la Défense, Forces armées de Côte d'Ivoire. État-major général des armées. République de Côte d'Ivoire, Union Discipline Travail. Communiqué de presse. Dans une vidéo diffusée par la télévision d'État nigérienne et en circulation sur Internet, le général Abdraman Tchani, chef de la junte au pouvoir au Niger, a cru devoir, dans une interview, se répondre en une série de récriminations contre notamment les forces armées de Côte d'Ivoire qui l'accusent ouvertement de contribuer à une formation militaire de prétendus irrédentistes nigériens réfugiés en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette formation, selon le général Abdraman Tchani, serait
de déstabiliser le pouvoir issu du putsch du 26 juillet 2023. La gravité des accusations portées, le média choisi et la personnalité de l'orateur commandent une mise au point afin de dissiper les doutes que pourrait susciter cette succession de contre-vérités. Cette succession de contre-vérités. Donc pour eux, c'est faux. Les forces armées de Côte d'Ivoire, qui demeurent concentrées sur la défense et la sécurité de la Côte d'Ivoire, s'inscrivent en faux contre ces graves accusations proférées sans aucun début de preuve par le chef de la junte au Niger. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. Stabilité même étonnée. Elle démontre en conséquence que les autorités, elle demande en conséquence que les autorités militaires nigériennes se focalisent sur leurs objectifs sécuritaires qui, malheureusement, sont pour l'heure loin d'être atteints. Donc, ils demandent aux autorités du Niger de se concentrer sur leur objectif qui est de sécuriser le Niger qui reste loin d'être atteint. C'est-à-dire que les Nigériens n'ont pas encore atteint la sécurité. Donc, chers camarades d'Afrique, en substance, Ténébrement dit, et puis c'est signé le général de corps d'armée, Lassana Doumbouya. Ok. Ténébrement dit, Draman Ouattara dit en substance que ce que le président Tchani a dit, c'est faux, sans donner plus de détails. Est-ce qu'il y a eu formation? Est-ce qu'il n'y a pas eu formation? Ils n'ont pas dit. Est-ce qu'il y a des Nigériens en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas de Nigériens en Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas dit. Est-ce qu'il y a eu formation au 14e Bima? Est-ce qu'il n'y a pas eu de formation au 14e Bima? Ils n'ont pas dit. Bon. Camarades d'Afrique. Camarades d'Afrique. Yoroman. On va ici mettre le président Tchani pour que nous n'en ignorions. On va écouter le président Tchani et puis on va décortiquer. Eux, ils disent que eux, ils ont toujours œuvré pour la stabilité de la sous-région. C'est pas là? C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont toujours œuvré pour la stabilité de la sous-région. Bon. C'est vrai, ça peut être vrai. Hein? Mais un homme qui marie une femme et puis il fait par là avec cette femme, il la jette, il la renvoie chez elle. Il prend une deuxième, il fait par là avec la deuxième et puis il la renvoie chez elle. Il prend une troisième, il fait par là avec la troisième et puis il la renvoie chez elle. Est-ce que l'erreur vient des femmes ou bien l'erreur vient de l'homme? Chers camarades, tu t'es pas entendu avec la première, tu t'es pas entendu avec la deuxième, et tu n'étais pas entendu également avec la troisième. Ça veut dire que la faute n'est pas de ces femmes-là. La faute vient de toi, l'homme. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que toi, Draman Ouattara, quand le Mali a opéré sa révolution, quand Assimi Goïta a opéré a démarré la révolution malienne en 2020, et que la France a demandé à Ouattara de faire mains et pieds pour faire rentrer les Assimi Goïta dans le giron france-africain. De faire rentrer les Assimi Goïta dans le giron france-africain. Ce qui a abouti au choix de Ban Dao comme président de la transition de Assimi Goïta dans un premier temps. Et Ban Dao avait été
alors mobilisé dans les jurons france-africains pour tuer la révolution malienne. Ce qui n'a pas été du goût d'Assimi Goïta et ses gars. Alors, il y a eu rectification de la transition. Mais quand il y a eu rectification de la transition, la France de Macron a bondi de son siège pour demander à Draman Ouattara de prendre les rênes de cette lutte anti-révolutionnaire. Vous comprenez? Anti-révolutionnaire. Alors, ils ont mobilisé la CEDEAO pour mettre en place une batterie de sanctions contre le Mali, économique, financière, monétaire, à tous les niveaux. Blocus, tout. Et dans ce talent, Choguel Maïga et Ablaye Maïga d'ailleurs, Ablaye Maïga a pondu des communiqués où il disait clairement que des avions ont quitté la Côte d'Ivoire pour violer l'espace aérien malien. Violer l'espace aérien malien. Et qui étaient leurs transpondeurs. Radio, tout, on ne peut pas les avoir. Et qui sont allés à Gao, qui ont atterri à Gao, et qui après sont venus, sont repartis en Côte d'Ivoire. C'est Ablaye Maïga qui l'a dit plusieurs fois. En plus de cela, on a vu clairement un Malien du nom d'Ibrahim, je ne sais pas quoi là, qui s'est tenu en Côte d'Ivoire pour soi-disant mettre fin à la transition malienne et qu'une nouvelle transition malienne aurait démarré et que lui, il serait le président de cette transition. Un président qui opère son pouvoir hors de son pays. Un président Kodjougou en Côte d'Ivoire, de Draman Ouattara. Au-delà de ça, camarade Pédapa, je vais vous expliquer aujourd'hui, Oufoué a parlé, Oufoué Boigny a parlé, il a dit d'où Draman Ouattara est venu, comment les Blancs lui ont imposé Draman. Oufoué a parlé avant sa mort. On va vous dire, on va vous lire les propos d'Oufoué aujourd'hui. Vous allez comprendre qui est Draman. Alors, la France passe par lui pour vouloir installer une transition qui serait à mesure de gouverner le Mali, étant en Côte d'Ivoire. Ce qui a échoué. Troisièmement, chers camarades d'Afrique, troisièmement, Draman Ouattara a été pris en flagrant délit, en train de communiquer avec Boubou Cissé, en train de traiter les autorités maliennes d'idiots, en train de prédire la chute du pouvoir d'Assimi Goïta. On a entendu, on a vu et puis on a constaté, chers camarades. Mais ils ne se sont pas arrêtés là dans le cas du Mali. Ils ont mobilisé 50 mercenaires. 50 mercenaires. Lourdement armés. Pour aller au Mali. Pour aller attaquer Assimi Goïta. Grâce à Dieu. Grâce à la vigilance des hommes de Modibo Koné. Le cargo qui transportait les hommes et les munitions, les armes de guerre, a été saisi. Les munitions ont été saisies, les armes ont été saisies. Demandez à Draman pourquoi il n'a pas revendiqué les armes qui ont été saisies par les Maliens. Quand ces 49 mercenaires, ces 50 mercenaires, parce qu'il y a un qui s'est échappé. Il y a un qui s'est échappé. Les 49 ont été saisis. Il y a un qui s'est échappé. Donc, les armes qui sont venues avec ces 49-là, pourquoi Draman n'a pas revendiqué ça? Les Maliens ont bloqué. Pourquoi il n'a pas revendiqué? Donc, il a envoyé 49 mercenaires
pour aller détruire le Mali. Vous avez compris ça? Ça fait combien? Ça fait plusieurs tentatives de déstabilisation du Mali. Donc, pour le Mali, là, c'est prouvé. Deuxièmement, le Burkina Faso. Quand Damiba prend le pouvoir, quand Damiba renverse d'abord Roch Kaboré, qu'est-ce qui se passe? Draman demande à Roch Kaboré de demander à ses gars de lancer une guerre. Vous avez vu comment on appelle ça, le petit bout de vidéo là, non? Où ils étaient en visioconférence avec les gars de la CEDEAO, où Draman Ouattara parlait pour dire que Roch Kaboré lui a dit qu'il ne veut pas un bain de sang entre les fils de Burkina Faso. Et donc, il a scellé le plancher à Damiba. Donc, Draman avait demandé ça. Au-delà de ça, Damiba même avait dit, c'est pourquoi il a dit que quand quelqu'un se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Mais d'où est venue cette expression? Et c'est, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? L'ancien ministre d'État là. Comment il s'appelle? L'ancien ministre d'État là. Comment il s'appelle? Lui qui a gâté aux Nations Unies là. Comment il s'appelle là? Merde, son nom. Mettez-moi ici. Mettez-moi son nom là. L'ancien ministre d'État de Burkina Faso qui a fait Basseulement Bazi, voilà. C'est Basseulement Bazi qui était ministre de Damiba qui a dit ça. Que Alassane Ouattara avait demandé à Damiba de lui laisser tout le sud du Burkina Faso. Tout le sud du Burkina Faso jusqu'à Bobo Dioulasso, et que lui, Draman, il allait s'occuper de la sécurisation de cet espace-là, et que Damiba devrait se focaliser sur l'autre côté là-bas, le nord. Mais quelle était l'intention? L'intention de Draman était de sauter les frontières de la Côte d'Ivoire au niveau du Burkina Faso pour les repousser jusqu'à au-delà du Bobo Dioulasso. Voilà ce qui était l'intention de Draman Ouattara. Tentative d'annexion d'un pays souverain. Ça, c'est le Burkina Faso. Tentative d'annexion d'un pays souverain. Mais, Jeune Afrique, dans Jeune Afrique, Tené Draman Ouattara, lui-même, il a confirmé ça. Pour dire que Basseulement Bazi dit la vérité. Tené Draman Ouattara dit que lui, il a demandé aux autorités burkinabées qu'ils leur permettent, c'est dans Jeune Afrique, vous pouvez voir, qu'ils leur permettent de sécuriser le nord, le sud du Burkina Faso, donc le nord de la Côte d'Ivoire, jusqu'à Bobo Dioulasso, et donc ça leur permettre aux Burkinabés de se focaliser sur le nord du Burkina Faso. Ce qui a rencontré une fin de non-recevoir. Vous comprenez ça? Donc Ibrahim Traoré a dit niet. Mais vous avez vu à la télévision d'État burkinabé, je ne sais pas pourquoi Draman Ouattara n'a pas répondu à ça. Vous avez vu à la télévision d'État burkinabé des terroristes, des terroristes qui habitent le nord de la Côte d'Ivoire, au niveau, comment on appelle ça, de vers Mangodara, côté Côte d'Ivoire, qui vivent en Côte d'Ivoire et qui viennent faire sale au Burkina Faso. Et quand les Burkinabés les poursuivent, ils traversent le fleuve Leraba. Ils traversent le fleuve Leraba, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Parce que le fleuve Leraba est une frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est la même chose que de l'autre côté de la frontière, au niveau de Misséli. Il y a un marigot, il y a une rivière là-bas aussi qui constitue la frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et puis le Mali. Donc le fleuve Leraba est la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso de façon naturelle. Et donc, les terroristes traversent la frontière, ils vont en Côte d'Ivoire, ils sont à l'aise, ils sont tranquilles, ils préparent les opérations et ils reviennent au Burkina Faso pour venir déstabiliser le Burkina Faso. Ça a été dénoncé, ça a été prouvé, ça a été montré devant tout le monde. Mais,
Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas démenti. Parce que puisque l'évidence est là. Vous comprenez ça? Au-delà de ça, Wassim Nas, journaliste de France 24, ami des terreaux, l'homme qui connaît tous les terreaux du monde, Wassim Nas, il est journaliste en France 24. Il a dit que les militaires de excusez-moi, les terreaux de Côte d'Ivoire recrutent des Ivoiriens. Recrutent en Côte d'Ivoire. Les terreaux de Côte d'Ivoire recrutent en Côte d'Ivoire. Ils recrutent en Côte d'Ivoire. Et ils ne s'arrêtent pas là. Les terreaux de Côte d'Ivoire ne se touchent pas avec les militaires de Côte d'Ivoire. Et que les militaires ivoiriens peuvent voir un terreau et puis s'il demande l'ordre de frapper, on lui dit non, tu n'es pas frappé. Donc les terreaux qui vont faire mal au Burkina Faso viennent en Côte d'Ivoire pour venir dormir là, ils recrutent en Côte d'Ivoire, ils mangent en Côte d'Ivoire, ils causent avec les militaires ivoiriens, ils cherchent femmes avec les militaires ivoiriens, ils vont danser Mapuka avec les militaires ivoiriens, ils vont chauffer dans les bars, dans les bois de nuit, dans les maquis avec les militaires ivoiriens, mais ils ne sont pas inquiétés. Vous comprenez ça? Morgan soit salué. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà de ce fait-là, il y a une tentative manifeste de déstabilisation du Burkina Faso par la Côte d'Ivoire. Et Ibrahim Traoré l'a dit, mon Dieu, vision. Il y a un centre des opérations en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Et la liste est non exhaustive. Est-ce que vous comprenez ça? La liste est non exhaustive. Je peux citer encore pléthore de cas comme ça concernant le Burkina Faso. Bon, vous-même, vous avez vu le VDP qui a fait barrage. Qui a fait barrage aux soldats ivoiriens qui devraient rentrer sur le territoire burkinabé. Hein? Le VDP qui a empêché les soldats ivoiriens de rentrer sur le territoire burkinabé. Vous avez vu ça? Vous avez vu aussi l'hélicoptère qui a rafalé sur les soldats burkinabés au niveau de Burkina Faso, sur le territoire burkinabé. Un hélicoptère ivoirien qui a rafalé sur les militaires burkinabés. Tout ça, c'est des tentatives de déstabilisation. Et eux, ils viennent nous dire qu'eux travaillent à la stabilisation de la sous-région. De qui on se moque? Donc, vous comprenez que le Mali, le Burkina Faso, tout ça, ils ont tenté de déstabiliser. D'accord? D'accord? Ok. Alors maintenant, au Niger, ça c'est Draman lui-même qui l'a dit de sa bouche. Nous allons mobiliser 800 à 1000 hommes pour aller au Burkina Faso, pour aller au Niger, pour rétablir Bazoum. Il dit qu'il va aller déstabiliser le Niger pour rétablir Bazoum. Vous avez entendu ça? Vous avez vu? D'accord? Mais au-delà de ça, l'embargo inédit qui a été imposé au peuple burkinabé, au peuple nigérien. Vous avez vu? Un blocus total. Jamais vu dans le monde. Même les Américains n'ont pas fait ça avec Cuba. Même les Américains n'ont pas fait ça avec le Venezuela. Un embargo, jamais. Draman Ouattara a imposé ça au Burkinabé, au Nigérien. D'accord? Et donc, quand les Nigériens viennent dire aujourd'hui, quand le président Tchani vient dire aujourd'hui que les anciens Nigériens sont en Côte d'Ivoire et qui participent à des réunions
visant à déstabiliser le Niger. C'est-à-dire qu'il a donné les détails des détails. On va l'écouter, cher camarade d'Afrique. On va écouter sur le président Tchani, cher camarade. Ben, on a écouté Draman, on va écouter le président Tchani. Il n'est pas bouclé pour les Français. En Côte d'Ivoire, en août 2024, le 6 août précisément, les anciens Nigériens, des anciens Nigériens, vous dites? Oui, des anciens Nigériens. Vous avez suivi la déchéance de leur nationalité. Je reviendrai là-dessus sur certains experts qui polémiquent sur cette déchéance de nationalité. Donc, ont été convoqués à une réunion à Abidjan. 8 représentants des déserteurs nigériens, des fuyards nigériens, étaient arrivés à Abidjan le 6 août. La rencontre qui devait avoir lieu le 8 du mois d'août était une rencontre de haut niveau. Elle s'est tenue à Jacquesville, c'est toujours non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les autres de moindre importance, ils ont participé à la rencontre du 7. Mais la rencontre du 8, un ex-général avait participé pour représenter le Niger, bien sûr, en présence de la France et d'une autre puissance. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Cette formation aura lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e BIMA, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement, sans tambour ni trompette, aux Ivoiriens. Oui. La formation s'est tenue dans ce camp et effectivement, une centaine d'agents subversifs ont été formés dans ce camp, mais pour camoufler le recrutement de cette centaine d'agents subversifs, ils ont été associés à des forces spéciales ivoiriennes. Ils ont été associés à la garde républicaine ivoirienne. Ils ont été associés à la sécurité du président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont été associés au bataillon du commandement et du soutien ivoirien. Ce sont ces 4 formations ivoiriennes plus la 5e formation de la Confédération, comprenez bien ce que je veux dire, qui ont pris part à cette formation au 43e BIMA du 2 octobre au 15 novembre, soit 6 semaines de formation. Pour qu'ils comprennent que ce que nous disons n'est pas écoutez très bien, hein? De la fabulation, le contenu de la formation était essentiellement sur l'utilisation de 3 types d'armes, notamment le FAMAS qui est français, un type d'arme que nous n'utilisons plus, mais qu'ils ont modifié, qu'on appelle l'arme automatique modèle 52, à laquelle ils ont adapté une lunette de tir. Ensuite, bien sûr, le AK-47 pour faire bien pour la force destinée à la Confédération. C'est ça. Puisque si elle opère sur notre territoire avec des FAMAS, ça peut éveiller des soupçons. Donc, il y a l'arme AK-47 qui a été utilisée dans le cadre de cette formation. C'était une formation intense sur le service de l'arme, sur des séances de tir dans toutes les conditions, sur le combat en milieu urbain, suivez bien ce que j'ai dit, le combat en milieu urbain, sur la reconnaissance des résidences des VIP, sur la prise d'otage, enlèvement. Je dis bien prise d'otage, enlèvement
des forces ont été formées et entraînées pendant 6 semaines à ce métier par les forces spéciales françaises. Les instructeurs étaient 11. 6 étaient venus de la métropole et 5 étaient des instructeurs du 43e DIMA. Écoutez les Sur détails. les 5 instructeurs du 43e DIMA, il y avait des Ivoiriens d'origine et qui ont la nationalité française, qui sont des instructeurs au nom de la France, puisqu'ils sont des Français. Tout à fait. C'est la boucle de l'encerclement, non seulement du Niger, mais de la Confédération. Voilà ce que la France... Donc, vous avez compris. C'est-à-dire que même les origines des instructeurs, ils donnent. Les armes, ils donnent. Les modèles d'armes. La formation. C'est-à-dire que tout est détaillé. Tout est détaillé. C'est-à-dire que le gars là, il est renseigné. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ce que les gens ne comprennent pas, et ce qui m'a frappé à l'esprit, c'est que le président Tiani, c'est-à-dire qu'il a sorti le contenu du rapport que Jean-Marie Bockel, le conseiller Afrique de Macron, lui a transmis. Le contenu du rapport. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, c'est-à-dire que il faut que les gens mesurent, chers camarades d'Afrique, le niveau du service de renseignement de l'AES. Il faut que l'efficacité du service de renseignement de l'AES, c'est-à-dire que, chers camarades d'Afrique, il y a vous dire une chose. En 2022, fin 2021, je dirais, fin 2021, avant que Macron ne se rende à Kiev, non, en Russie chez Poutine, où Poutine a mis la table kilométrique entre les deux là, il y a eu une attaque informatique sur Kiev. Frère, ils ont attaqué c'est-à-dire que tous les services publics de l'Ukraine ont été attaqués. Tout, même pas, ils n'ont même pas laissé, en quelques minutes, ils ont volé beaucoup de renseignements. Beaucoup de renseignements. Ils ont attaqué. J'ai dit, quelques jours après, Poutine dit va attaquer. Parce qu'il est rentré en possession de tous les rapports. Il y a un groupe de hackers en Russie. Un groupe de hackers. Frère, sauf s'il ne veut pas te frapper. Sauf s'il ne veut pas te frapper. Sinon, si tu utilises le service informatique, c'est-à-dire que toi, tu utilises Internet. Tu utilises Internet. Ils vont t'avoir. L'Assemblée nationale française. L'Assemblée nationale française. Frère, ils ont hacké l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ils ont rendu, chers camarades d'Afrique, inutilisables les ordinateurs de l'Assemblée nationale française. Ils sont rentrés dans le circuit. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué le circuit pendant quelques minutes ou je ne sais pas, quelques heures. Les hackers là. Est-ce que vous comprenez ça? Ils disent, c'est des enfants, c'est des enfants de 18, 20, 30. Leur chef n'a même pas encore 30 ans. Leur boss, il n'a même pas encore 30 ans. Poutine les a recrutés. Leur boss n'a même pas encore 30 ans. C'est des enfants, des bébés. Mais s'ils veulent t'attaquer, ils vont t'allumer. Mais vous pensez que l'AES est Gawaz? Parce que l'AES est Gawaz. Mais au-delà de ça, en plus de ceux-là, il y a un groupe d'informaticiens maliens que je salue ici, qui ont récupéré des mains de l'entreprise française qui gérait les données du peuple malien. Ceux qui faisaient les cartes d'identité des Maliens.
C'est une entreprise française qui faisait ça. L'entreprise du fils de Jean-Yves Le Drian. Quand Assimi Goïta a refusé de donner l'argent qu'ils avaient frauduleusement volé aux Maliens et qu'Assimi Goïta par la suite leur a demandé de reverser les données du peuple malien sur un fichier et qu'ils aient refusé, les jeunes maliens là sont rentrés dans le fichier de l'entreprise française et puis ils ont pris les données de la France et ils ont pris les données des Maliens et ils ont remis sur la clé. Et ils ont dit c'est eux qui ont fait. C'était en 2023 là. Début 2024. Début 2024, fin 2023, début 2024. Les jeunes là, ils ont fait ça. Les Maliens. Ils ont dit ce jour qu'ils ont travaillé. Merci, c'est les 13 experts maliens. Merci. Ils ont dit ce jour que ça serait une honte pour le Mali que des autorités, que des informaticiens d'autres pays prennent en otage les données du peuple malien. C'est une honte. Et ils ont dit qu'ils ont fait ça gratuitement. Alors que la France lui a demandé, je sais pas, 4 milliards combien là. Ils font ça gratuitement. Depuis lors, ils ont commencé maintenant à fabriquer la Catenina. Si je pense bien, c'est la Catenina. Frère, c'est des titans. C'est des titans en informatique. Ces gens que vous voyez comme ça. Donc, c'est eux qui sont dans le service de renseignement, de renseignement de l'AES. C'est-à-dire que c'est un service très pointu. Très pointu. Mais même quand ils critiquent l'AES, faut pas croire. Faut pas croire. Au téléphone, ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils peuvent te sortir, ils peuvent t'enregistrer de là à là. De là à là, ils peuvent t'enregistrer. Est-ce que vous comprenez la Cheikh Amapé d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Draman doit se demander, mais comment ça s'est fait? Lui, sa communication avec Bou Sissé, avec son téléphone sécurisé, s'est retrouvé sur Internet. Et puis, c'est où il parlait du Mali, là, qui s'est retrouvé sur Internet. Il n'a pas réfléchi. Eh bien, c'est le service de renseignement de l'AES qui fait ça. Vous comprenez ça? En plus, c'était ces 6 milliards de francs CFA que la France demandait aux autorités maliennes. Donc, vous comprenez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que le service de renseignement de l'AES aujourd'hui, tu ne peux pas t'amuser. C'est un service de renseignement implacable. Implacable à tous les niveaux. Il n'y a pas quelqu'un dans l'Afrique de l'Ouest. Il n'y en a pas. Ce n'est pas les plaisantés que Dramouatra va chercher les gars du Mossad qui vont venir faire quoi? Quoi? Et ils sont petits. Ils sont petits. Aujourd'hui, la Russie a créé un ordinateur. Dans ce monde, il n'y a personne qui a ça d'abord. Personne. La nouvelle technologie de la Russie. Personne n'a encore ça. Et c'est avec cette Russie que l'AES travaille. Donc aujourd'hui, le service de renseignement est implacable. Tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est ce qui a permis au président Tchani de rentrer en possession de tous ces renseignements détaillés. De tous ces renseignements détaillés. Mais en plus de cela, ils ont des espions. Ils ont des espions. Dans le gouvernement ivoirien, ils ont des espions. Mais je ne comprends pas les gens. Draman, est-ce que ce n'est pas les rebelles? Est-ce que ce n'est pas les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens que toi tu as pris pour renverser Gbagbo? Ce n'est pas toi qui as renversé Gbagbo, c'est la France qui a renversé Gbagbo. Est-ce que ce n'est pas eux que tu as pris pour faire rébellion? Pourquoi Cheikh Ousmane a refusé d'engager la guerre contre le Mali concernant les 49 mercenaires? Pourquoi Cheikh Ousmane a refusé d'engager la guerre? Parce que c'est que la majorité, la grande majorité de ces militants, c'est des ressortissants de l'AES.
c'est des Maliens, c'est des Burkinabés, c'est des Nigériens, c'est des Guinéens. Donc, il ne peut pas prendre ceux-là pour dire que allons, on va combattre ton pays. Ils vont se retourner contre lui. C'est pourquoi Cyrus Ousmane a refusé d'engager la guerre contre le Mali concernant les 49 mercenaires. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ces gens-là, ces anciens rebelles-là, beaucoup d'eux sont devenus des officiers supérieurs qui aujourd'hui sont dans l'armée, qui sont au cœur de l'armée. Donc, les informations, là, ça fuite de part et d'autre. Et ils comprennent, ils entendent et ils connaissent. Donc, il faut un rapport, il faut un topo au président Tchani, un topo détaillé au président Tchani. En plus de l'aspect informatique, eh bien, il y a l'aspect renseignement individuel. Et je dirais personnel. Vous comprenez ça? Donc, tout ça est mis à contribution de l'AES pour efficacement avoir les renseignements qu'il faut sur les opérations en cours contre l'AES. Et croyez-moi, chers camarades d'Afrique, ils ne pourront pas vaincre l'AES. Jamais ils pourront vaincre l'AES. Mais qui se réveille de leur sommeil, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas vaincre l'AES. Et ça, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, Draman, il faut être clair. Draman Ouattara est un délinquant. C'est-à-dire que ce que les gens imaginent de ce monsieur-là, Draman a déjà dépassé ça. Mais que nous, on voit Draman, nous, on met Draman peut-être là, nous, on met Draman là, mais Draman, il est là-bas. Il est là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? François Mattei a dit clairement que Houphouët-Boigny n'aimait pas, que Jacques Chirac n'aimait pas Draman. Pourquoi Jacques Chirac n'aimait pas Draman? Parce que Draman a volé la copine d'Houphouët-Boigny. Oui, oui. Houphouët-Boigny qui était gentil envers Jacques Chirac. Oui, oui. Draman a volé la copine. Fantagbe que vous voyez, la femme de Draman que vous voyez comme ça là. Dominique Nouvian-Folo que vous voyez comme ça là. Mais c'était la copine d'Houphouët-Boigny. C'était la copine d'Houphouët. Le vieux mangeait ça. Draman est sorti dans le dos du vieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a poussé Houphouët-Boigny à prendre Draman? Qui a fait pression sur Houphouët-Boigny? Qui a tué Houphouët-Boigny? C'est ça, on va vous donner aujourd'hui, chers camarades d'Afrique. Attachez les ceintures. On va démarrer. Qui a tué Houphouët? Vous allez comprendre. Facebook, on descend là. TikTok, on monte, on a 730. Facebook, on était à 600, on a 400 là. 500 maintenant là. Tapotez, on va avancer. Tapotez les gars, tapotez. Donc, chers camarades d'Afrique, la mort d'Houphouët-Boigny est subtilement expliquée par Houphouët-Boigny lui-même dans ses dernières confidences à son espion. Houphouët-Boigny, lui, il avait un espion français qui payait bien, gracieusement. Donc, il a expliqué pourquoi les Blancs lui ont imposé Draman, qui l'a tué. C'est écrit ici, on va lire ça. On va lire ça. Camarades d'Afrique, on est parti. Les dernières confidences d'Houphouët-Boigny à son espion. Devoir de mémoire. Le Temps rédite pour ses lecteurs les confidences du premier président ivoirien à un de ses proches. C'est un document du journal hebdomadaire Le Phénix paru le lundi 9 au dimanche 15 décembre 2002. Écoutez ici. Écoutez, ça c'est Houphouët-Boigny qui parle. Qui parle maintenant. Là, il était malade, il devrait aller en France. Je suis pratiquement au soir de ma vie. Et il est impérieux que je vous livre quelques informations capitales pour préserver la Côte d'Ivoire d'une éventuelle rupture sociale après que je ne sois plus là. En effet, je me rends en France pour subir une opération, une intervention chirurgicale. Et je ne puis
vous dire si je vais revenir vivant. Lui-même, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il va revenir vivant. Il se fait opérer du cœur. Il se fait opérer du cœur. Il ne sait pas s'il va revenir vivant. Ainsi, vous pourriez utiliser à des fins utiles ces révélations. Si je rentrais effectivement, si je rentrais effectivement silencieux de la France. Voilà pourquoi je vous ai fait appeler d'urgence. Sachez à toute fin utile que mon ambition majeure pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays, a toujours été de l'élever au rang de pays fortement industrialisé, doté d'infrastructures modernes qui le rendraient totalement indépendant. C'est pourquoi je me suis investi à faire de la Côte d'Ivoire un pays économiquement fort, avec le cacao et le café qui font la fierté du pays. Malheureusement, la France et ses alliés vont user de tous les moyens pour arrêter cette noble ambition que j'ai pour mon pays. Ils vont donc former spécialement des jeunes cadres africains. Et vous pouvez dire, la France va former des jeunes cadres africains, dont Alassane Dramane Ouattara, pour m'assassiner et détruire la Côte d'Ivoire. Non. Nana Boigny. Il avait dit, camarade, cette vidéo partagez-la. La partie là, je vais la couper après et je vais la mettre sur toutes mes plateformes. Coupez-la autant que vous pouvez. Mes vidéos ne sont pas, comment on appelle ça, privatisées. Tout le monde peut les utiliser. Utilisez-la comme vous voulez. Écoutez ici. Vous pouvez dire, parce qu'il faut qu'on décortique en descendant. Vous pouvez dire, il avait pour l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays économiquement fort, industrialisé. Un pays industrialisé avec beaucoup d'infrastructures. Babo a raison sur les camarades. Avec beaucoup d'infrastructures. Mais les Français ne sont pas d'accord. Et donc les Français ont décidé de former spécialement des jeunes cadres africains, dont Alassane Dramane Ouattara, pour l'assassiner, lui ou Boigny, et puis détruire la Côte d'Ivoire. Aïe! Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, chers camarades? Est-ce que ce n'est pas la destruction totale, de fond en comble, de la Côte d'Ivoire qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas la destruction de la Côte d'Ivoire qu'on voit aujourd'hui, chers camarades pays d'Afrique? Est-ce que ce n'est pas ça, après la mort d'Oufoué Boigny? Est-ce que ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui? On va continuer. Mais avant de vous dire qui est Ouattara, sachez d'abord à partir de quand la Côte d'Ivoire va connaître ses réels problèmes. Non. En effet, du 11 au 15 janvier 1978, je reçois la visite officielle d'amitié et de travail. Le président de la République française d'alors, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui cherchait la femme de Bokassa Ier. Il a arraché la femme de Bokassa Ier. Le plus pervers des présidents français. Il est déjà mort. Je pense que là où on parle là, eh bien, les anges de l'enfer l'ont réveillé et puis sont en train de le gifler. Il a reçu Giscard d'Estaing et il continue. Je lui ai fait visiter toutes les infrastructures de la Côte d'Ivoire. Ainsi, de retour en France, Valéry fait rassembler le G7 pour décider des procédures de destruction de la Côte d'Ivoire. Giscard d'Estaing, il rentre en France et il réunit le G7 pour décider
des procédures de destruction de la Côte d'Ivoire. Car elle pourrait devenir le miroir du monde si rien n'est fait pour l'arrêter dans son évolution. Ivoiriens, Ivoiriennes, Ivoiriens, Ivoiriennes, venez écouter le complot qui est ourdi contre vous. Le complot qui est ourdi contre vous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Les gens ne veulent pas qu'on se développe. Parce que les gens savent que si on se développe, on sera le miroir du monde. Mais cette décision ne rencontre pas l'adhésion de l'Angleterre qui n'en voyait pas l'utilité. C'est à partir de ce moment que le prix de nos matières premières, en particulier le café et le cacao, vont chuter considérablement et cela perdure. Mais le G7 ne s'arrête pas à cette seule action. Il va multiplier les coups d'État contre ma personne. Roman Foubouani. Mais à partir de 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand à la tête de l'État français, les tentatives et actions de déstabilisation de la Côte d'Ivoire vont beaucoup durcir et s'intensifier. Je rappelle que c'est Mitterrand qui a fait tuer Thomas Sankara. C'est ainsi que François Mitterrand va profiter de l'asile politique du jeune Laurent Gbagbo en France en 1984 pour le persuader d'un coup d'État contre moi. Je répète ici, écoutez ici. C'est ainsi que Mitterrand va profiter de l'asile politique du jeune Laurent Gbagbo en France en 1984 pour le persuader d'un coup d'État contre moi. Ils ont demandé à Gbagbo de faire coup d'État contre Houphouët-Boigny. Mais Gbagbo, profondément patriote, refuse de détruire son pays qu'il aime tant. Je vais décortiquer un peu la partie là. Camarade peu d'Afrique. Quand Houphouët-Boigny a eu des brouilles avec le président Gbagbo, quand le président Gbagbo est en train de lutter pour le multipartisme, il est venu en exil pour venir écrire ses livres. Parce qu'il ne pouvait pas écrire en étant en France. En étant en Côte d'Ivoire, il est venu écrire ses livres pour critiquer sévèrement Houphouët-Boigny. Parce qu'il était en exil ici. Alors, François Mitterrand l'approche. Ce n'est pas la première personne, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Je vais déjà entendu ça plusieurs fois. Mitterrand l'approche pour lui dire de renverser qui? Houphouët-Boigny. De renverser Houphouët-Boigny. Alors, le président Gbagbo refuse de faire coup d'État. C'est après ça, c'est ayant appris ça, que Houphouët-Boigny va mobiliser une forte somme d'argent pour venir chercher le président Gbagbo en France ici, faire rencontrer le président Gbagbo par ses envoyés, lui proposer de l'argent, lui proposer de rentrer dans le gouvernement, dans son gouvernement, dans le gouvernement de Houphouët-Boigny, et puis maintenant, faire un dépôt d'une somme faramineuse sur son compte en Côte d'Ivoire. Il y a une vidéo qui tourne. Si vous pouvez aller voir Gbagbo et puis Houphouët-Boigny. Vous pouvez taper sur YouTube Gbagbo, Houphouët-Boigny parle à Gbagbo. C'est là, le président Gbagbo, il avait les cheveux un peu comme ça. Mais il n'avait pas fait dégrader. Il avait les cheveux, il avait beaucoup de cheveux comme ça. Il avait beaucoup de cheveux et il était assis, il avait porté veste. Et Houphouët lui a demandé, Houphouët lui a dit, il a présenté ses excuses à Houphouët-Boigny d'abord. Voilà, il a demandé ses excuses à Houphouët-Boigny d'abord. Après, Houphouët lui a demandé, Houphouët lui a dit qu'un oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. L'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire et le président Gbagbo, c'est l'oiseau. Tu vas beau tourner, l'oiseau va beau tourner,
eh bien, il va finir par s'asseoir sur l'arbre. Nous tous, on est en exil là. Notre point de chute là, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, il faut bien dire ça ce jour. Donc, c'est après ça que de lutte en lutte, Fouboyant a déclaré le multipartisme. Mais il y a des camarades, des anciens camarades, je le dis, je ne dirai pas de nom. Il y a des anciens camarades du président Gbagbo qui lui ont dit de faire le coup d'État. Vous comprenez? Il y a des anciens camarades du président Gbagbo qui étaient avec lui dans la lutte, qui lui ont dit il faut faire le coup d'État contre Foué. Parce qu'il y a des généraux, d'Oufoué-Boigny, des officiers supérieurs d'Oufoué-Boigny qui sont allés voir le président Gbagbo, avec que le président Gbagbo donne, je dirais, sa caution au coup d'État. Parce que hier, c'est vrai que le président Gbagbo était un opposant, il n'était pas au pouvoir, mais il était l'opposant principal qui pouvait faire tomber toute personne issue de la lignée d'Oufoué-Boigny. C'est-à-dire que dans les rues, il pouvait le faire. Et il a prouvé ça par Guy Robert, par la chute de Guy Robert. Quand il a pris le pouvoir et que Guy Robert a refusé, il a appelé dans les rues, Guy Robert est tombé. Donc, il fallait la caution du président Gbagbo afin que le coup d'État soit légitimé par le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, le président Gbagbo a dit niet. Il dit, je ne fais pas coup d'État. Je ne suis pas d'accord coup d'État là. Même quand le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire en 2021, quand il rentre en Côte d'Ivoire en 2021, là où il est rentré là, mais il y a des gens qui sont allés le voir. La France a envoyé des gens pour aller le voir, pour lui demander de donner sa caution pour un coup d'État, pour renverser qui? Dramane. Vous comprenez ça? Pour renverser qui? Dramane. Mais ils ont demandé ça à Bédié et ils ont demandé au président Gbagbo. Ça, le président Gbagbo a fait une visite rapide chez Bédié pour aller parler à Bédié. Pour dire non, on ne peut pas accéder au coup d'État. On ne peut pas accéder au coup d'État. Il faut que le gars parte de façon démocratique. Aujourd'hui, Dramane est comme un fruit mûr. Tu le touches pas, il va tomber. Il ne faut pas se salir. Frère, donc, le président Gbagbo a été toujours en harmonie avec ses principes. Il a été toujours en harmonie avec ses principes. Il n'a jamais trahi ses principes démocratiques, de pacifiste. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce qui est dedans ici, là, ça c'est vrai. Mitterrand a demandé à Gbagbo de faire coup d'État, il a refusé là. Ça là, c'est vrai. Donc, on continue chez camarades d'Afrique. Alors, quand Gbagbo a refusé, Mitterrand et le G7 vont recruter le jeune Alassane Dramane Ouattara, fonctionnaire au FMI pour l'action de déstabilisation et de destruction de notre cher pays. Car, connaissant parfaitement les origines burkinabées de celui-ci, il le sentait capable d'un tel comportement. Alassane est alors invité en France en 1984 pour expliquer son travail au FMI pour l'Afrique. Devant plus de 40 chefs d'État, pendant une conférence de presse. Mais comment Alassane est-il arrivé au FMI? Point d'interrogation. On va continuer. En effet, de 1973 à 1983, suite intervention du président voltaïque d'alors, Sangoulé Lamizana, je nomme Alassane à la BCAO, successivement comme chargé de mission, conseiller spécial du gouverneur, directeur des études et vice-gouverneur en 1983. En 1982, je demande à mon ministre de l'économie et des finances d'alors, Abdoulaye Koné, de décorer le jeune voltaïque Alassane pour son dynamisme au travail. Aussi, le 1er novembre 1984,
avec la bénédiction et mon appui spécial, il est nommé fonctionnaire au FMI. Il est nommé fonctionnaire au FMI. C'est Houphouët-Boigny avec les appuis de Houphouët-Boigny. Également, pour lui témoigner toute mon affection après la mort d'Ablaye Fadiga, ex-gouverneur de la BCEAO, je nomme Alassane comme nouveau gouverneur de cette institution. Mais chacun de vous se demande pourquoi, et si c'était de gaieté de cœur que j'ai nommé Alassane Ouattara comme Premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est essentiellement par souci de préservation de la Côte d'Ivoire d'une implosion sociale à l'avènement du retour au multipartisme en 1990. Ainsi, sur intervention du G7 et des institutions de Bretton Woods, je nomme d'abord Alassane comme président du comité interministériel le 18 avril 1990. Ensuite, comme Premier ministre en novembre 1990. Ça veut dire que d'un côté, le président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, a eu peur de la rue dans un premier temps. Il a eu peur de la rue dans un premier temps parce que le multipartisme était inévitable. Et donc, avec le multipartisme qui allait voir la création de plusieurs partis politiques, si Alassane Ouattara n'était pas dans ses rangs, Alassane Ouattara pouvait créer une rébellion. Vous comprenez déjà? Vous comprenez déjà d'où Alassane Ouattara avait l'intention, d'où vient l'intention d'Alassane Ouattara de créer une rébellion? C'est que depuis Houphouët-Boigny, depuis sous Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara voulait déjà faire une rébellion. Et puis donc, comme les Français étaient prêts à le nommer, parce qu'il faut le dire, Alassane Ouattara avait pour protecteur François Mitterrand à travers Michel Candessus. Vous comprenez? À travers Candessus, qui était le gouverneur du FMI. Vous comprenez ça? Donc, Candessus et Mitterrand pouvaient créer une rébellion rapide avec la complicité des officiers supérieurs dans l'administration Boigny, qui étaient déjà corrompus, et renverser le président Boigny. Les pourris, les militaires pourris qui étaient dans l'administration du président Houphouët-Boigny, en collaboration avec Ouattara, qui était soutenu par Candessus et Mitterrand, pouvaient facilement créer une rébellion à partir du Burkina Faso pour aller agresser Houphouët-Boigny. Donc, sous leur pression, sous la pression de Mitterrand, et de peur que Dran Ouattara crée une rébellion, Houphouët-Boigny le nomme président de corps interministériel là, et enfin il le nomme Premier ministre. On continue. Mais avant de nommer comme Premier ministre, Alassane s'engage. Avant de le nommer comme Premier ministre, Alassane s'engage par écrit à rester en dehors de la politique ivoirienne en s'occupant uniquement de redresser l'économie, même après ma disparition. Il a fait signer Alassane Ouattara pour dire, je m'engage à m'éloigner, en restant en dehors de la politique ivoirienne. Vous comprenez? Parce que Houphouët savait que si Ouattara prenait le pouvoir, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, il allait le faire. Vous comprenez? Houphouët avait déjà vu ça. Houphouët savait déjà que si Ouattara prenait le pouvoir,
c'est qu'il allait vendre la Côte d'Ivoire. Et il est en train de le faire. Vous comprenez ça? Donc, voilà pourquoi il faut lui a dit, il faut mettre par écrit, je ne serai pas dans la politique ivoirienne. Et même après la disparition de Fobani, pourquoi ai-je exigé cela de lui? Pourquoi il a exigé cela de lui? C'est parce que Alassane n'est pas ivoirien. C'est au fond qu'il le dit. Alassane n'est pas ivoirien. Mais plutôt un voltaïque burkinabé d'origine. En effet, Alassane Dramane Ouattara est né à Noumoudara. Noumoudara, son village, qui signifie en tiefo, sa langue maternelle, village de forgeron. Noumoudara, Noumoudara, Noumoudara. Ça c'est en langue de l'heure de Bobo de la Soula. Village de fromager en ex-Ol-Volta, Burkina Faso. Noumoudara est dans le canton de Sindou, de la subdivision de Banfoura, qui est du siècle de Bobo Dioulasso. Il a pour père Feu Ouattara Djika. Feu Ouattara Djika. Et pour mère Feu Boro Bintou. Les Odjeneka qui pensent que Ouattara, sa maman, c'est Nabitou Cissé là. Venez écouter Oufou ici. Oufou dit, le père de Ouattara s'appelait Ouattara Djika. Et sa mère s'appelait Boro Bintou. Ouattara Djika, Boro Bintou. Tous deux burkinabés d'origine. Alassane est jumeau. Son frère est mort à la naissance, ce qui entraîna également la mort de sa mère. Je répète la partie là, chers camarades. Je répète la partie là. Alassane a pour père Feu Ouattara Djika. Ouattara Djika. Et pour mère, Feu Boro Bintou. Tous deux burkinabés d'origine. Alassane est jumeau. Son frère est mort à la naissance, ce qui entraîna également la mort de sa mère. On va marquer une petite pause pour expliquer un peu. Alassane, le nom Alassane est donné aux jumeaux, principalement aux jumeaux. Quand c'est des jumeaux, Alassane Loseni. Alassane Loseni. Quand c'est des jumelles, Fatou Bintou. Fatou Bintou. Donc ça là, c'est vrai. Vous avez la chanson de Dikenja où il dit Nanga dofo Loseni ba nyene en méta dofo lasina djan nyene pion. C'est des jumeaux ils parlent. C'est comme ça dans notre culture. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc ça là, c'est vrai. Ainsi, Alassane fut élevé par Tabili Ouattara. Tabili Ouattara, la deuxième femme de son père, jusqu'à l'âge de 4 ans. La deuxième femme de son père, Tabili Ouattara, jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est à cet âge également que le cousin et ami de son père, Tiekoura Ouattara, affectueusement appelé Mossi Ouattara à Dembokoro, comme cuisinier de l'administration coloniale de l'époque. Retenez également que Alassane a fait le cycle primaire et secondaire après l'école coranique en ex-Ol-Volta, actuel Burkina Faso. Il a obtenu son bac au lycée Zenda. Au lycée Zenda.
Kaboré Alassane est parfaitement conscient de ses origines voltaïques. J'en veux pour preuve le document signé de lui qui se trouve entre les mains d'une personne digne de confiance dont je vous révélerai le nom dès mon retour de la France. Et malheureusement, et hélas, 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 le vieux mourut sur le chemin de retour de la France. Parce que comme il le craignait, il a été empoisonné. Camarade d'Afrique. C'est Oufoué qui parle ici. C'est Oufoué qui parle ici. Maintenant, je vais me permettre de vous indiquer quelques points utiles de la procédure suivie par Alassane pour accéder au pouvoir. Comprenez? Camarades d'Afrique, on va abréger pour aujourd'hui. On va abréger pour aujourd'hui. On va abréger aujourd'hui. Oh ouais, on continue ou on abrège? On continue ou on abrège? Parce que c'est un peu long. On continue et puis où on abrège. Comme ça, demain, on revient plus fort. On continue ou on abrège? Ceux qui veulent qu'on continue, mettez on continue. Ceux qui veulent qu'on abrège, mettez on abrège. On est en démocratie. Oh! On est en démocratie. Et donc, tout le monde veut qu'on continue quoi? Abrégé, ok. Et ok, bon, on va continuer. Moi, je vois hein. Moi, je vois hein. Bon, on va. Ok, on continue. Écoutez, chers camarades d'Afrique, maintenant, je me permets de vous indiquer quelques points utiles de la procédure suivie par Alassane Ouattara pour accéder au pouvoir. En effet, comme je l'ai indiqué tantôt, Alassane, le monsieur Afrique du FMI, est invité à Paris par François Mitterrand et le G7 en vue de prononcer une conférence explicative sur son travail au FMI pour l'Afrique. C'est à cette occasion qu'en aparté, François Mitterrand et le G7 vont confier à Alassane la mission destructrice de la Côte d'Ivoire. Chers camarades, la mission destructrice de la Côte d'Ivoire. Mais n'étant pas ivoirien, donc ignorant les réalités du pays, c'est Dominique Ouattara, né Dominique Folorou Nouvian, qui est choisi pour aider Ouattara à réussir sa mission. Chers camarades, Yoromani. Dominique Nouvian rentre en ligne de compte, puisque elle était la maîtresse du vieux Houphouët-Boigny. Donc, c'est elle qu'on va choisir pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Bois a écrit que le couple Ouattara n'est pas un couple comme les autres. C'est une entreprise, c'est un couple de business. C'est pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Il me demande si c'est laisse. Mackenzie, mon idole, sois salué au frère. Vraiment. Vous comprenez ça? Donc c'est Dominique Nouvian qui est coopté par le G7 et Mitterrand pour détruire la Côte d'Ivoire. Qui est choisi pour aider Ouattara à réussir sa mission destructrice de la Côte d'Ivoire. Voilà comment elle va se retrouver auprès d'Alassane.
Ainsi, par l'intervention personnelle de celle-ci auprès de moi, je demande l'accord du président Thomas Sankara pour que Alassane soit nommé vice-gouverneur de la BCEAO au compte du Burkina Faso. C'est-à-dire que c'est Dominique Nouvien qui allait voir Houphouët-Boigny pour lui demander d'intervenir, d'intercéder auprès de Thomas Sankara afin que Thomas Sankara fasse nommer comme le Burkina Faso avec la place de vice-président, avec la place de vice-président de la BCEAO, afin qu'il soit nommé vice-gouverneur de la BCEAO. Mais pour mener à bien, non, voilà. Ouattara va demander, va demander à être, au BCEAO, au compte du Burkina Faso. Il a été vice-gouverneur de la BCEAO au compte du Burkina Faso. Mais, pour mener à bien sa mission de destruction de la Côte d'Ivoire, Ouattara va demander à être ivoirien. Ouattara va demander à être ivoirien en m'adressant une lettre à cet effet. Sur conseil de Dominique Ouattara, je me contenterai seulement de lui faire établir un passeport de travail, tout en lui promettant la nationalité ivoirienne par décret de naturalisation, lequel décret n'a jamais été signé de moi et qui se trouve entre de bonnes mains. Notez que Dominique Ouattara, juive d'origine, mais française de nationalité, est la clé qui ouvre les portes à Alassane. Une tâche à laquelle elle s'attelle avec finesse. Elle va même jusqu'à éliminer physiquement l'ex-gouverneur de la BCEAO, Feu Abdoulaye Fadiga, qui était son amant. Mais diantre. Rien que pour permettre à Alassane d'être le nouveau gouverneur de cette institution, lequel poste que ce dernier convoitait depuis fort longtemps, pour m'avoir adressé plusieurs correspondances à cet effet. Car dans son entêtement, personne ne lui contesterait ses origines ivoiriennes. Vu que ce poste a toujours été dévolu à un Ivoirien de pur sang. Camarades, c'est Houphouët qui parle. Peuple d'Afrique, c'est Houphouët qui parle. Houphouët est parti. Il nous a laissé son mémoire. Si vous comprenez ça. Dominique était avec Houphouët. Elle était la go d'Houphouët. Elle était la go de Ouattara. Puisque le G7 et puis Mitterrand l'avait mise en mission pour aider Ouattara à détruire la Côte d'Ivoire. Parce que Houphouët l'a dit plus haut, il a fait visiter la Côte d'Ivoire à Giscard d'Estaing. Et Giscard d'Estaing a réalisé que la Côte d'Ivoire est en train de devenir un miroir du monde. La Côte d'Ivoire est en train de devenir jolie. La Côte d'Ivoire est en train de devenir prospère. Ça seulement, on a opéré le miracle économique ivoirien. Ça seulement, Houphouët a opéré le... À ce moment, nous on est nés là. Nous on est nés là. À Tchéké là. Tu prends 25 francs, tu mets à Tchéké un poisson. 25 francs, tu mets à Tchéké un poisson. Puis tu es là, ça dit 25 francs. Comment que vous faites travailler? Vous comprenez ça? Donc, putain de merde. C'est maintenant je comprends quand les gens me disent que bon, on connaît, c'est pas Draman qui gère la Côte d'Ivoire, c'est Dominique Ouattara qui gère la Côte d'Ivoire. C'est maintenant je comprends. Ah, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Un Mougou est au fouille. Un Mougou est au fouille. Elle avec Ouattara. Elle avec Ouattara. Un Mougou avec Fadiga. Abdoulaye Fadiga. Un Mougou est son mari. Un Mougou est son mari. Qui était professeur à l'université.
en Côte d'Ivoire. Elle déjà son mari. Elle déjà son mari. Elle s'arrange avec la France à finir à Oufouibani. Elle va déjà Lamine à Blaise Fadiga. C'est ça, non? À Blaise Fadiga. Hein? Maintenant, elle crée le boulevard à Draman. Et puis, Draman demande à être ivoirien. À être ivoirien. Maintenant, Dominique, elle, maintenant, quand elle est avec Oufoué dans la chambre, elle suce. Elle est vieille, elle est vieille, elle est vieille. C'est à cause de ça on dit les vieux là, lui a fait des petits filles là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Faut pas aimer les petites filles. Quand tu es vieux, faut pas aimer les petites filles. Les petites filles là, l'impression c'est trop. Dominique qui est là. Dominique, il faut taper sur internet. Dominique Ouattara jeune. Frère, elle est jolie André. C'est-à-dire qu'elle est jolie André, elle a été créée dans l'eau. Elle est jolie, André Mami Ouattara. Dominique, Koutoub, elle est jolie. Hein? Et bien là, elle a grossi, elle est une vieille, elle a grossi maintenant. Elle est lapée maintenant. Et puis sa voix là, quand elle parle comme ça là, c'est-à-dire que quand elle parle comme ça aux vieux comme ça, quand elle parle aux vieux comme ça là, le vieux tombe dedans. Donc elle a une voix. Elle a une voix de déesse façon là. Donc, elle parle à l'intérieur de sa bouche. Sa langue ne sort pas. Hein. Ça. Donc, elle parle comme ça. Elle chuchote. Elle parle pas, elle chuchote. Elle chuchote dans l'oreille du vieux. Donc, pendant qu'elle chuchote dans l'oreille du vieux, bon, elle est en train de jouer le vieux. Tout ce qu'elle dit au vieux, elle dit. Donc, comme ça, ils ont tué la Côte d'Ivoire. Et c'est ça. C'est pas bon. C'est comme ça qu'on fait à tuer la Côte d'Ivoire. Le vieux, vraiment là tu es parti, mais cette affaire là n'est pas d'accord. Donc, quand Draman demande quelque chose, Draman écrit une lettre, il l'envoie au fouet, et puis Dominique maintenant va en mission pour aller appuyer le dossier et Oufoué accepte. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça que Draman est arrivé à ses fins. Et Oufoué même il n'a rien compris. Et puis il est devenu ivoirien. Et puis Oufoué même ça. Il dit ici. Voilà. Lequel poste que ce dernier convoitait depuis fort longtemps pour m'avoir adressé plusieurs correspondances à l'effet. Car dans son entêtement personnel, il lui contesterait ses origines ivoiriennes, vu que ce poste, voilà. Je crois, voilà, c'est ici, là. Je me contenterai seulement de lui faire établir un passeport de travail. Passeport de travail, c'est quoi ça, le vieux? Un passeport de travail, tout en lui promettant la nationalité ivoirienne par décret de naturalisation. Lequel décret n'a jamais été signé de moi. Eux qui se trouvent entre de bonnes mains. Un décret qui n'a jamais signé. Mais le décret se trouve entre les bonnes mains. Vous comprenez ça? Vous vous demandez certainement pourquoi Mme Ouattara a autant de faveur auprès de moi. C'est tout simplement parce qu'elle a ma confiance par son ardeur au travail. Et le vieux, c'est pas ça. Son efficacité, mais surtout sa discrétion. Car elle a travaillé avec moi dans bien le domaine que je n'ai pu vous dévoiler maintenant. C'est ça qui est vrai. Quand tu peux dire ça, retenez seulement que c'est elle qui a géré mes biens immobiliers à travers le monde entier.
C'est Dominique Ouattara qui gère les biens immobiliers de Houphouët-Boigny, même en France ici. J'ai même fait d'elle mon homme de confiance. Voilà pourquoi elle bénéficie de tant de faveurs auprès de moi. Mais vu mon âge beaucoup avancé et mon état de santé qui ne fait que se dégrader, je vous demande d'ouvrir grand les yeux sur elle, car c'est une espionne de haut niveau. C'est une espionne de haut niveau. Vous pouvez mettre les yeux en garde. Ouvrez les yeux sur Dominique parce que c'est une espionne de haut niveau. Elle a toujours su se donner les moyens qu'il faut pour atteindre son objectif. Souvenez-vous que pour permettre à Ouattara d'être gouverneur de la BCEAO, elle a éliminé Fadiga par empoisonnement. Elle a éliminé Fadiga par empoisonnement. Elle a usé également des mêmes moyens pour faire disparaître Vamoussa Bamba, mon ancien ministre de l'Éducation nationale, qui était aussi son amant. Ah Allah! Eh Allah! Eh Allah! Afin qu'elle puisse librement épouser Alassane. Bien que je sois à ce mariage entre elle et Ouattara, je lui donnais tout de même ma bénédiction. Remarquez que ce mariage faisait partie du plan de destruction de la Côte d'Ivoire. D'où ma réticence. Car il fallait que Ouattara bénéficie d'une solide formation politique, laquelle formation il pouvait trouver à mes côtés, puisque, étant marié à mon homme de confiance, c'est alors que, dans le cadre du programme d'ajustement structurel et de relancement économique en Côte d'Ivoire, sur recommandation personnelle du président François Mitterrand et le G7, je nomme Ouattara comme président du comité interministériel le 18 avril 1990. Il est bon de signaler, dans le cadre de ce programme, Ouattara va travailler en étroite collaboration avec Daniel Kablan-Duncan, car Duncan avait déjà travaillé avec Alassane à la BCEAO. C'est lui qui a formé Alassane quand il faisait ses premiers pas dans cette institution. Voilà pourquoi le FMI a exigé sa collaboration. La collaboration de Kablan-Duncan. Daniel Kablan-Duncan. Daniel Kablan-Duncan qui a formé Alassane Ouattara à la BCEAO. Duncan que Dramane a chassé là. Les vieux maudits comme ça, vous êtes assis dans vos salons, vous suivez Baokone et vous ne faites pas les révélations. Quand vous allez mourir avec vos révélations là, c'est Astico qui a bouffé ça dans vos ventres là-bas. Toi tu as formé Dramane, tu peux pas nous dire que tu l'as formé. Camarade, Vamoussa Bamba, Abdel Fatiga, Houphouët-Boigny, Ouattara lui-même, son mari français qui est parti avec elle en Côte d'Ivoire, Dominique M. Moussé, tout cela. Ah, Dominique, tu es chouin. Tu es chouin. Jantoué, Kari Jantoué, allez Jantara, Jantoué. Alors, on continue. C'est lui qui a formé Alassane quand il faisait ses premiers pas dans cette institution. Voilà pourquoi le FMI a exigé sa collaboration. Il est plus aguerri qu'Alassane. Ainsi, dans le cadre de ce programme, Ouattara passa au point déterminant de sa mission de destruction de la Côte d'Ivoire. Et moi avec, lui-même a été détruit. C'est la naissance de la police des banques de l'UEMOA. Cette structure avait pour objectif de geler tous mes avoirs. Pendant 6 mois, le transfert des fonds était bloqué en Côte d'Ivoire.
Hein? Déjà, quand Draman dit qu'en 1990, on ne pouvait pas retirer 10 000 francs dans les banques, déjà, c'est eux qui avaient bloqué l'argent là. Il n'y avait ni export, ni import d'argent en espèces. Même les citoyens ne pouvaient recevoir ni faire partie de l'argent. Toutes les issues étaient bloquées. C'est pour contourner cette énorme difficulté que j'accepterai, sur recommandation du G7, le même G7, et des institutions de Bretton Woods, de nommer Ouattara comme Premier ministre en novembre 1990, rien que pour mieux le contrôler. Et le vieux, vraiment. Retenez surtout que toutes les fois que j'ai nommé Alassane Ouattara à un poste stratégique, j'ai toujours pris mes dispositions. À la BCAO, Charles Konan Bani, Ivoirien authentique, était son adjoint avant d'en être le gouverneur maintenant. Maintenant qu'il est Premier ministre, j'ai modifié l'article 11 de notre Constitution en faisant du président de l'Assemblée nationale Bédié comme président de plein droit de la République de Côte d'Ivoire au cas où la mort m'emporterait. Au cas où la mort m'emporterait. Donc, Oufoué même savait que Ouattara était dans ses pattes pour le détruire et détruire la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que Ouattara était avec lui. Ouattara était Premier ministre, mais Ouattara était son ennemi. Étant Premier ministre, Ouattara était son ennemi. Vous comprenez ça? Je pose tous ces actes rien que pour éloigner ces imposteurs du pouvoir politique. Vu qu'il n'est pas ivoirien, il vous appartient de faire en sorte qu'après ma disparition, la Côte d'Ivoire puisse toujours subsister à ces imposteurs. Car il emploiera tous les moyens pour arriver à ses fins. Offrir la Côte d'Ivoire à Mitterrand et au G7. Voilà qui est réellement Alassane Ouattara. Voilà qui est réellement Alassane Ouattara. Notez bien, notez bene, Alassane Draman a été élevé ensemble avec son demi-frère Keletegui Ouattara, ex-champion de boxe en 1963 en Haute-Volta. Il est le premier fils de Tabili Ouattara, la rivale de sa mère, de la mère d'Alassane Ouattara. Tabili Ouattara, la rivale de la mère d'Alassane Ouattara. C'est fini. Camarades, Yoroman. Mais c'est pourquoi le gars, il est en train de détruire le pays. Vous voyez, non? C'est-à-dire que il est en train de détruire le pays. Il vend la Côte d'Ivoire. Le port ne nous appartient plus. C'est Géos qui gère le port. Ça a été dit devant tout le monde ici. Géos qui gère le port. L'aéroport, c'est Marseille qui gère. L'aéroport de Marseille qui gère. L'aéroport de Marseille qui gère l'aéroport de Côte d'Ivoire. L'aéroport de Côte d'Ivoire. Le café cacao, c'est pas lui qui gère. C'est le fils de la femme de sa femme qui gère. Le café cacao. Notre pêche, la pêche, le port de pêche, c'est l'Union européenne qui gère, d'où le G7, le port de pêche. L'eau qu'on boit,
c'est Bouygues qui gère. L'électricité qui nous fait vivre, c'est Bouygues qui gère. Le pétrole, c'est le G7 qui gère. Le gaz, c'est Bouygues avec le G7 qui gère. Ils sont partagés la Côte d'Ivoire. Ils sont partagés notre pays. C'est pourquoi vous allez voir une vidéo de Bédier où Bédier dit clairement qu'on a payé toutes les dettes qu'on devait à l'extérieur pour être libre. Il le dit avec fierté. Parce que Oufoué lui avait dit ça. C'est pourquoi j'ai eu toujours de l'affection pour Bédier. C'est pourquoi Bédier a créé le concept consommer ivoirien. Le concept consommer ivoirien. C'est pourquoi en 1993, le 7 décembre 1993, quand le baobab tombe et que Ouattara veut prendre le pouvoir par des artifices, je dirais par de l'alchimie constitutionnelle, et que Fologo s'oppose, Laurent Gbagbo dit, cette constitution, je ne suis pas d'accord avec elle, mais c'est la loi. La loi, je peux ne pas être d'accord avec la loi, mais la loi est la loi. C'est Bédier qui doit gérer la succession d'Oufoué. C'est lui qui va gérer. Il donne sa caution à Bédier pour gérer la succession d'Oufoué-Boigny. Parce qu'il sait que Ouattara vient pour détruire la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, vous voyez, n'est pas un homme avide de pouvoir. C'est un homme qui est profondément patriote. Un homme qui est profondément patriote. Un homme qui est profondément nationaliste, panafricaniste. Un homme qui aime son pays. Il veut sauver la Côte d'Ivoire de ce que Houphouët-Boigny a décrit ici comme la destruction de notre pays par Dramane, sa femme, missionnée par le G7. Vous comprenez? C'est ça la mission de Laurent Gbagbo. Libérer la Côte d'Ivoire du carcan occidental. C'est la mission de Laurent Gbagbo qui est là. C'est pourquoi, quand Oufoué s'est fâché contre Laurent Gbagbo, et que Ouattara a voulu le faire tuer, Oufoué a dit à Laurent Gbagbo, hélas, tu me ressembles. Hélas, tu me ressembles. C'est pas qu'il lui ressemble en apparence, mais en vision. Parce que Houphouët-Boigny, au soir de sa vie, il avait changé de posture. Il n'était plus dans le giron france-africain, mais il tendait de se libérer de ce carcan et puis aller vers la souveraineté. Vous comprenez ça? Donc, Houphouët-Boigny a été tué. Coup d'État. Les IB ont été bernés. Ils ont fait la place à Dramane. Et Gbagbo Laurent, c'est pas Gbagbo, on attendait en 2000. C'est Dramane en attendant en 2000. Et quand ça a échoué, il a fui, il est parti en Europe. Il est parti en Occident. Et quand il revient maintenant, c'est là qu'il envoie la rébellion. Et on tue les Ivoiriens.
Et la France et Sarkozy va vitrifier le président Gbagbo et installe Ouattara. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, il faut comprendre, il faut prendre conscience du fait que la Côte d'Ivoire doit être libérée. On n'est pas dans une lutte politique, on est dans une lutte patriotique pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pareil, hein? C'est pas comme le Sénégal. Non, non, non. On est dans une lutte patriotique, panafricaniste et souverainiste en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Vous comprenez ça? Donc, c'est pourquoi il faut taire les ambitions personnalistes. Il faut taire les conflits de personnes, les petits, il faut taire tout ça et il faut être focus sur l'objectif qui est de libérer notre pays. Voilà la réalité. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de 2025. Inch'Allah. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. YouTube, partagez au maximum. On est ensemble, chers camarades.